Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais vous parler de Gaïa, donc pas la planète Terre ni la déesse, ça aurait pu être sympa, mais en fait de l'expérimentation Gaïa, du nom de l'exploitation qui accueille notre dispositif, à savoir l'EARL de Gaïa. C'est un des sites expérimentaux du projet Ecophyto XP Lorraine, piloté par la Chambre régionale, dont FX vient de vous présenter, et qui regroupe donc l'ensemble des organismes de développement agricole lorrains, à savoir l'ENSAIA, Arvalis, Terrinovia et les coopératives de COP de France-Lorraine, dont EMC2. Donc je me présente également, Mathias Sec, je suis directeur agronomie et développement à la coopérative EMC2, et j'oublie pas Benoît Malinger, notre expérimentateur qui a œuvré au jour le jour sur la plateforme. Bon, j'en profite pour remercier aussi nos partenaires avec qui nous échangeons et réfléchissons sur ce projet depuis le début, ceux que je viens de citer bien sûr, mais aussi le Muséum d'histoire naturelle, on a travaillé sur la biodiversité, ainsi que des fournisseurs comme BASF, Certis, Bayer, car ils sont aussi apporteurs de solutions, de produits plus respectueux de l'environnement, des auxiliaires, de biocontrôle sans IFT, de dispositifs de maîtrise des pollutions ponctuelles comme Phytobac. Et c'est vrai que cette exploitation a été aussi un support d'échange, de visite, où on a pu parler de tout ça. Donc, comme pour les autres dispositifs, l'objectif est de tester la faisabilité de réduire les phytos de 50%, c'est-à-dire atteindre les objectifs du plan Ecophyto. Et la question légitime que se posent nos adhérents, c'est est-ce que c'est possible pour nous, dans notre contexte de ferme céréalière lorraine, c'est-à-dire avec les contraintes propres à la région et à son système de culture majoritaire. Donc, je vais surprendre personne, ça a déjà été dit, mais la Lorraine a un climat semi-continental, c'est-à-dire déjà un climat froid, un hiver froid, qui nécessite déjà de semer tôt les plantes pour qu'elles atteignent un niveau de développement suffisant pour passer l'hiver. Et hélas, quand on sème tôt, on a aussi les adventices qui vont en profiter. Le froid, parfois, se prolonge, et on a des sols qui sont plutôt longs à réchauffer, avec parfois des gels tardifs, ou alors c'est la chaleur et le sec qui arrivent vite et qui raccourcit les périodes de pousse au printemps, et ça limite souvent les rendements, et on se retrouve avec des rendements assez aléatoires pour les cultures de printemps, voire les cultures d'hiver. Bon, au mois d'avril, on peut souvent, ou fin avril, on peut avoir des bonnes chaleurs avec des très beaux colzas, mais on peut aussi avoir, comme cette année, dans les Vosges, là, mais c'est pas sur la plateforme, mais un coup de neige. Par contre, on a aussi subi les gels. Hélas, ces dernières semaines sont là pour nous le rappeler, avec des gels d'épis et puis peut-être des gels de méiose. Donc c'est une limite importante pour la diversification. Dans ce contexte de zone intermédiaire, on va dire, on a aussi des fermes qui s'agrandissent en Lorraine, avec pas loin de 110 hectares, plus de 110 hectares de culture de vente par UTH dans les systèmes céréaliers, des systèmes grandes cultures qui sont en hausse. Et ça veut dire qu'on a peut-être moins de bovins. Par contre, on a pas mal de sangliers côté élevage, avec les dégâts qui peuvent arriver quand on cherche à diversifier sur le tournesol, le maïs. Bon, c'est le poids, c'est des choses qui, hélas, arrivent, surtout quand on est un peu seul dans la plaine à faire ce genre de diversification. Tout ça pour arriver à un système assez optimisé, on en a parlé juste avant, mais de rotation avec 3 cultures d'hiver, très majoritaires sur la région, et une filière céréale qui se développe, qui continue de se développer, avec plus de 50% en valeur entre les deux derniers agricoles, enfin statistiques agricoles, et puis une infrastructure bien développée en Lorraine, avec 220 silos, avec le premier port fluvial, beaucoup d'exportations, mais aussi finalement une bonne optimisation avec des frais d'intermédiation faibles de la part des organismes stockeurs ou des coopératives. Et voilà un système finalement qui représente plus de 60% des rotations, notre colza blé-orge, qui est maîtrisé techniquement, avec des filières organisées, des investissements, des économies d'échelle, mais qui présente des limites techniques et environnementales. C'est pour ça qu'on est là et qu'on réfléchit à réduire notamment les phytos. Alors la question de la faisabilité, c'est est-ce qu'il existe un système de culture innovant avec 50% d'utilisation en moins, qui soit à la fois rentable, qui dégage une marge brute qui couvre les charges de structure, qui soit à la fois durable, qui ne dégrade pas la fertilité dans la durée,
notamment les salissements en adventice aussi, qui ne polluent pas, avec des émissions de gaz à effet de serre maîtrisées, un bon profil écotoxicologique des produits phyto utilisés, et qui soit acceptable pour l'agriculteur, donc avec des pics et des temps de travaux maîtrisés, et une bonne capacité nourricière des systèmes de production. Donc finalement, est-ce qu'on peut réunir les conditions pour obtenir une adhésion massive des agriculteurs, puisque c'est comme ça qu'on va réussir à changer et à diminuer l'impact. Alors, notre dispositif expérimental, donc on a installé les parcelles dans 3 parcelles de l'agriculteur différentes pour avoir les 3 cultures colza, blé, orge chaque année. Et chaque parcelle a été divisée en 3 sous-parties pour comparer les 3 systèmes. On est situé à la ferme de Gaïa, ça a été montré tout à l'heure dans un schéma général, à Flirey, dans le 54. Les 3 systèmes, c'est un système comme l'expérimentation précédente, un système raisonné de référence, où là on va raisonner chaque intervention pour optimiser la marge et le rendement, très proche de ce que fait l'agriculteur. Un système intégré où là on va, tout en maintenant la rotation, faire le maximum pour baisser la pression, utiliser tous les leviers à notre disposition, je vais les présenter. Et puis un deuxième niveau de rupture où on va allonger la rotation et on va prendre des prises de risque supplémentaires pour vraiment diminuer au maximum cette utilisation de phyto. On n'a pas tout à fait allongé la rotation de la même manière. On a choisi de faire 2 cultures de printemps de suite. Donc après un colza blé, une orge de printemps, un tournesol, puis un blé et un triticale qui remplace l'orge d'hiver. Alors, je vais vous présenter donc les leviers que nous avons utilisés. Donc en premier niveau de rupture, c'est-à-dire on garde cette rotation colza blé orge. On cherche à agir sur le stock. Donc nous, par rapport à, on a choisi donc de laborer qu'une fois tous les 3 ans pour lutter déjà contre toutes les adventices qui germent en surface, notamment les vulpins, les brooms. On cherche à éviter, donc en décalant les semis par rapport à des pratiques habituelles. Et puis on a utilisé pour le colza des plants de compagne qu'on n'avait que dans le deuxième niveau de rupture au départ, puisqu'on s'était dit il faut qu'un colza ne revienne pas plus que tous les 6 ans. Et finalement, ça marchait bien et on l'a aussi mis, parce que la parcelle était propre, dans notre premier niveau de rupture. On cherchait à atténuer avec des faux semis. Et on utilise le désherbage mécanique avec de la RC-Tri à l'automne, en blé et en orge d'hiver. Ensuite, on adapte la lutte chimique derrière le désherbage mécanique en fonction des observations et des résultats. En faisant juste un traitement post-levé en colza et de l'antigraminé, on n'est pas obligé de le faire chaque fois, c'est selon observation. Et puis, pas de désherbage d'automne en culture d'hiver, mais que des désherbages en sortie d'hiver. Le deuxième niveau de rupture, on a introduit nos 2 cultures de printemps qui nous permettent globalement de baisser la pression d'adventice sur la rotation. Et sinon, on utilise on a un labour avant le tournesol et on utilise les mêmes leviers. On décale plus, on s'impose au moins après le 5 octobre ou le 10 octobre en triticale. On peut biner le tournesol, passer la RC-Tri à l'aveugle en orge de printemps. Et puis, on a utilisé aussi une variété de tournesol Express Sun pour pouvoir désherber à vue en post-levé. Sur la lutte ravageur, on a utilisé des leviers du type variété, choix variétal, donc pour éviter les régulateurs sur colza, des variétés peu sensibles à l'élongation. Pour le blé d'hiver et l'orge, des variétés peu sensibles aux maladies, pour diminuer les fongies, et puis surtout résistantes aux cécidomies pour éviter des traitements insecticides, qui comptent beaucoup en IFT. On décale grâce au décalage de semis, on évite aussi des traitements pucerons cicadelles à l'automne. Et au final, à part le traitement sclérotinia, on ne traite qu'au seuil en colza, ce qui est normal aussi, ce qu'on fait aussi en référence, et surtout pas d'insecticide par régulateur en blé, et juste un régulateur en orge d'hiver. Sur la lutte ravageur, en deuxième niveau de rupture, là, grâce à l'introduction de nos cultures de printemps, on diminue globalement la pression et on utilise les mêmes leviers. Alors, côté résultat. Déjà, le premier résultat, ça va être sur les IFT. Bon, on a un système de référence qui se situe au-delà de la moyenne régionale.
Alors, plus exactement, elle est dans la moyenne régionale en herbicides. Par contre, en hors-herbie, on est au-dessus, on dépasse globalement d'un traitement plein, d'un IFT. Alors bon, ça peut s'expliquer par une pression maladie importante. Hein. Les traitements sont faits qu'au seuil, donc on respecte les seuils. Bon, il y a beaucoup d'observations et on est souvent dans la parcelle et on est peut-être amené à plus traiter. Et puis on est sur une rotation quand même où le colza est systématiquement présent tous les 3 ans, ce qui explique peut-être par rapport à la région qu'on soit au-delà. Notre premier système intégré, on est proche de l'objectif, un peu au-dessus, aussi bien en herbicide qu'en hors herbicide. Et puis pour le... Ah, j'ai été un peu trop vite, voilà. Et notre deuxième niveau, là, on est au-deçà de notre objectif, à 35-40% de la moyenne régionale. Donc, on est tout à fait dans les clous. Donc, la faisabilité de la réduction d'IFT, pour ça, on y arrive. On constate une très forte diminution des matières actives, comme sur Arouet, et donc une diminution probable de l'impact environnemental, même si on n'a pas vraiment les profils écotoxicologiques, on diminue tellement la matière active qu'on peut le supposer. Et puis, donc c'est au-delà des diminutions d'IFT, puisqu'on diminue de plus de 5 fois dans le deuxième niveau, entre le système de référence et le deuxième niveau. Et puis, je ne l'ai pas présenté sous forme de schéma, mais on diminue aussi largement les gaz à effet de serre dans les systèmes innovants, de par moindre labour, moindre azote aussi grâce à la rotation. Et donc c'est aussi un avantage à ces systèmes en rupture. Côté résultats agronomiques, donc on confirme la faisabilité et l'intérêt de techniques alternatives qu'on a su intégrer dans ces systèmes innovants. Les plants de campagne dans les colzas, avec un mélange lentilles-trèfle, trèfle-incarnat, donc qui supporte le gel, qu'on retrouve même à la moisson, mais qui ne porte pas de concurrence évidente au colza. Donc c'est un système qui marche bien. Le choix variétal pour les blés, qui nous permettent d'avoir des blés plus tolérants aux maladies, sur lesquels on peut décaler des dates de semis, donc est efficace en lutte adventice. L'allongement de la rotation couplé au choix variétal est un très bon levier qui fait baisser les pressions adventices et ravageurs, qui peut permettre aussi une meilleure résilience aux aléas climatiques. On l'a vu en 2012, l'année du gel en Lorraine, où on a retourné énormément de cultures d'hiver. On a eu une excellente performance économique, c'était la meilleure. En deuxième niveau, en colza et orge de printemps, on n'a pas eu à ressemer, et on a eu de bons rendements. On a été déçus par contre par le tournesol, où on a eu des rendements faibles, au-delà des dégâts de sangliers, comme j'ai pu vous en parler, où on n'en a pas tenu compte dans les résultats économiques, mais on a eu des soucis de désherbage, et ça a été aussi un précédent en dessous des autres cultures, en dessous du colza pour le blé. Et on se demande si il ne vaudrait pas mieux du pois ou du lin, sur lesquels on travaille par ailleurs. Le désherbage mécanique a montré de bons résultats en RC tri, en binage tournesol. Par contre, globalement, on a à peu près le même constat que précédemment. On a pu passer 1 an sur 2 à peu près. On a eu beaucoup d'automnes humides qui nous ont gênés, au printemps aussi. Et ce qu'il faut aussi savoir, ça n'a pas été notre problème, mais on a des fois peu de jours disponibles pour une exploitation entière. Et en tout cas, ça nécessite de disposer d'un matériel sur place sans contrainte pour pouvoir intervenir dès que nécessaire. Au global, sur le désherbage, donc on a pratiqué également les notes avec la note de 7 qui est un désherbage acceptable. Et en moyenne, on voit qu'on est au-delà de 7 pour tous les systèmes, avec des fois des notes inférieures en premier ou deuxième niveau, qui font état des cas difficiles qu'on a rencontrés, des renouées dans les blés maintenus de 2012, où on a eu finalement des trous, et donc la nature ayant horreur du vide, ça a été assez difficile. Ensuite, il y a eu des conséquences dans les tournesols et les colzas. C'est une zone à forte pression en géranium, donc parfois un peu difficile à gérer. Et puis on a aussi eu l'apparition de brome qu'on n'avait pas avant, suite au blé de
après le tournesol, en fait, dans les blés de 2014. Donc, au niveau résultats agronomiques, ils sont améliorés parce qu'on constate quand même un impact en termes de rendement. Le décalage des dates de semis, il y a des cycles plus courts qui ne sont pas toujours rattrapés. La concurrence des adventices depuis l'automne, elle est quand même là, hein, même si, parce qu'on n'a pas de désherbage à l'automne ou des fois des absences de lutte. Le choix de variétés plutôt moins productives et plus tolérantes parce que plus tolérantes aux maladies. Bon, on espère que demain elles seront tout aussi productives, hein, c'est en train de changer. Et puis des moindres protections insecticides et fongicides qui peuvent expliquer ces différences de rendement. Donc on est à entre moins 10 et moins 14% au premier niveau et entre moins 17 et moins 24 en deuxième niveau de rupture. Bon, juste pour illustrer, en blé par exemple, un système de référence, le maxi qu'on ait pu avoir, il a performé en 2013, on a eu 98 quintaux, alors que le deuxième niveau atteignait 83 quintaux, ce qui était quand même un très bon rendement. Et au minimum, on est à 47 quintaux en système de référence, et on descend 10 quintaux en dessous en système alternatif. Alors, je vais conclure très vite. Donc au niveau des charges, comme tout à l'heure, on voit que les charges diminuent globalement, mais augmentent en semences. Et au niveau ces baisses de charges ne compensent pas en fait la baisse des produits. Et on voit qu'entre le raisonné et le premier niveau, on est à plus 85 € de marge brute en moyenne, et on est à plus 230 par rapport au deuxième niveau, avec une marge semi-nette qui est proche de 0 hors aide. D'où cette difficulté de résultats économiques. Donc pour conclure, sur cette faisabilité, c'est une expérimentation qui n'est pas généralisable. On est dans un seul site, avec un agriculteur qui est très performant, qui maîtrise bien son système, mais qui permet au moins de poser le problème de moindre rendement et du manque de rentabilité actuel, je dis bien actuel, des systèmes économes, très économes, c'est-à-dire à moins 50%. Les premiers résultats sont encourageants. On a pu, au-delà des échanges, montrer la faisabilité et l'intérêt de techniques alternatives et puis de cette démarche, mais ils sont encore insuffisants à ce jour pour une adhésion en masse des agriculteurs. On a absolument besoin d'améliorer la rentabilité en améliorant les rendements dans ces systèmes en rupture, donc avec un besoin de souplesse lorsque les pressions sont fortes. Nous, on s'imposait d'être à moins 50. On a besoin de produits de biocontrôle efficaces en grande culture. Là, on en avait quelques-uns, mais on n'en avait vraiment pas beaucoup. Si on a le temps dans la discussion, on pourra en parler. Et puis, des cultures de printemps plus rémunératrices. Donc, je termine. On a besoin de génétiques mieux adaptées à nos régions. Et puis, on a besoin de filières structurées pour limiter la volatilité et obtenir des débouchés plus valorisateurs. Les coopératives sont fortement impliquées, avec aussi bien dans la R&D, en agronomie, en conseil, en innovation sur le biocontrôle, avec notamment un centre de recherche ARD, en agriculture de précision et le développement de filières comme le lin avec Bleu Blanc Cœur. Mais on a besoin à la fois de temps, mais de l'implication de tous, aussi bien l'État, la recherche, le développement, les semenciers, les fournisseurs phyto, et c'est aussi un appel à l'implication de tous. Voilà, je vous remercie.